Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Qu'est-ce qui se joue quand la parole devient une question de survie? Nous allons y répondre avec Poil de Culture, une chronique culturelle pas comme les autres. Expositions, spectacles, concerts, livres, festivals. À chaque fois, Anne-Sophie relie les événements, parfois très différents les uns des autres, pour donner du sens, du lien et une lecture sensible de l'actualité culturelle. Elle nous montre comment la culture se répond, se croise et raconte notre époque en traversant l'histoire sans jamais aller à rebrousse-poil. Anne-Sophie, tu es journaliste, autrice pour la série télé humoristique corse Pas aisé, directrice de rédaction au sein d'une agence de communication, d'information et d'édition spécialisée sur les thématiques de la santé. Tu es aussi créatrice de contenu culturel sur TikTok et Insta avec Anne-Sophie Paris. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Calliope. Alors on parle beaucoup en ce moment de reconstruction, de résilience, notamment dans tes émissions. Oui, énormément. Alors comment se reconstruire après un choc ou un traumatisme? C'était le thème de la série diffusée sur Arte en 2021 et en 2022 qui s'appelait En thérapie. Je sais pas si tu connais. Si. C'est la série la plus visionnée de l'histoire d'Arte avec 100 millions de vues. Ça, je ne le savais pas. Ouais, ça a fait un carton. Le pitch, c'est des patients qui se livrent à un psy dans la saison 1, après le choc des attentats du Bataclan, et dans la saison 2, après le premier confinement. Donc chaque épisode est une séance à huis clos. Les personnes se racontent, tentent de se reconstruire au fil des séances, et on découvre peu à peu que le thérapeute aussi a besoin de se reconstruire. Mais ça se construit dans le temps. Alors, inspirée de cette série, une nouvelle pièce est à l'affiche en ce moment. Elle porte le même titre, En thérapie. Tout simplement. Ça se joue au Théâtre Antoine à Paris avec Francis Huster dans le rôle du psy. Ah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Alors, le principe est exactement le même. On entre dans un cabinet de psy et on assiste aux séances. Ok. Alors, j'ai été un poil déçue. Un petit poil? Un petit poil. Non pas par le jeu des comédiens ou par la scénographie, pas du tout. Mais en fait, condensé en 1h30, l'adaptation théâtrale perd un peu en intensité. Les histoires des patients n'ont pas le temps de s'installer autant que dans la série et de s'entremêler. C'est ça qui faisait que ça devenait addictif. Enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment... Ouais, la densité des personnages, le discours, leur profondeur. Et puis le fait qu'on les retrouve séance après séance. Et en fait, il y a ce temps-là qui est raccourci dans le temps et donc on retrouve pas ça. Donc en adaptation pièce de théâtre... En 1h30, ça fonctionne moyennement. Par contre, alors, le psy est encore plus perturbé que dans la série d'Arte. Bon, il est clairement borderline et ça c'est une très bonne trouvaille. Ça, j'aime bien. Ouais. Donc ils l'ont un petit peu réadapté un petit peu à leur sauce et en fonction de Francis Huster, j'imagine. Ils ont tout condensé et tout resserré en fait. Donc tout prend beaucoup plus de proportions, 1h30. Ouais, exactement. C'est la limite aussi de l'exercice. Alors c'est vrai ça, au-delà de ces personnages de cette série, nul n'est à l'abri de ces névroses. Non. On est d'accord. Oui. Et dans un autre très bon spectacle que j'ai vu au théâtre de l'Atelier, Fabrice Lucchini lit Victor Hugo. Okay. C'est le titre du spectacle. D'accord. Alors, ça peut faire un peu peur, dit comme ça. Oui, Fabrice Lucchini, Victor Hugo. Voilà. Mais en fait, on s'ennuie pas du tout. Bon, avec Fabrice Lucchini, en même temps... Voilà. Et alors, c'est là où je veux en venir, c'est que Lucchini ne peut pas s'empêcher de digresser. Et à un moment, donc plus rien à voir avec Victor Hugo, il évoque ses 44 ans d'analyse. Mais vraiment, on est à des années-lumière du spectacle, il raconte sa vie. Et il raconte qu'un jour où il allait mal, en fait, il a appelé son psychiatre pour lui dire vos antidépresseurs, c'est bien gentil, mais c'est pas très efficace. Et le psy, un peu sèchement, lui aurait répondu vous croyez quoi? Vous croyez que ça allait vous rendre heureux? Vous êtes complètement névrosé, mon pauvre ami. Et il lui a conseillé de continuer à utiliser ses névroses dans ses spectacles, dans son travail d'acteur, et aussi de marcher 1h30 par jour. Ah, mais ça, c'est 2 conseils qu'on entend très souvent. Voilà, et ce qu'il a fait apparemment, ce qu'il raconte, je vais pas tout vous raconter. Non, mais le sport et l'art, ça j'y reviens, c'est très important pour soigner ses névroses. Mais donc,
du coup, je te coupe. Cette digression, en fait, à chaque spectacle, chaque représentation, il s'autorise à parler en fait, de lui. je sais pas si c'était de l'impro pour nous ce soir-là ou s'il le fait à chaque fois. J'en sais rien, en fait. Ah, on demandera aux auditeurs un petit commentaire en parce retour. qu'il improvise pas mal quand même. Enfin, il sort pas mal du texte. Mais ça, c'est plutôt sympa parce Ouais. qu'il le fait bien, il est drôle, donc. Donc chaque représentation, j'imagine, a son lot d'originalité. Je sais pas s'il raconte son histoire de psy à chaque fois. Je sais pas du tout. Ok. Bah, en tout cas, on demandera aux auditeurs de nous répondre. Ça serait sympa. Et alors au passage, puisque on évoque Victor Hugo et les bienfaits de la marche, je vais vous indiquer une petite balade sympa à faire. Oh, c'est trop mignon, merci. Donc il suffit de se rendre 6 places des Vosges. Ok. Donc, bon, c'est toujours pour les Parisiens, on précise. Pour les Parisiens. Alors le 6 place des Vosges, c'est l'adresse de Victor Hugo. C'est là où se trouve la maison Victor Hugo. Et en ce moment, il y a une exposition qu'on peut voir jusqu'au mois d'avril sur le thème Hugo décorateur. Et en fait, on découvre un truc incroyable, un amoncellement. Alors la maison fait 2 étages et il a amoncelé un nombre incroyable d'objets de décoration qu'il accumulait complètement compulsivement. Presque de manière obsessionnelle en fait. D'accord. Et on découvre sa passion pour la décoration et la création de mise en scène avec ces objets de décoration, c'est complètement délirant. Ah ouais? Ah ouais, c'est très 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 surprenant, très inattendu. Et franchement, ça vaut le coup de faire une petite balade à pied là-bas, place des Vosges, hop. Ouais, place des Vosges, c'est sympa. On visite la maison et puis on visite cette expo. Donc c'est une autre manière de découvrir l'écrivain, en fait, c'est ça. On découvre que il était un peu névrosé, comme tous les artistes. Un peu névrosé aussi, quoi, et que sa névrose portait aussi sur les objets qu'il a accumulé toute sa vie dans ses différentes maisons et qu'on retrouve dans cette maison. Place des Vosges. Donc c'est je m'attendais pas du tout à ça, c'est très étonnant. Toi, t'as passé un bon moment, en tout cas. Ouais, c'est très sympa. Alors, outre la marche à pied, certains choisissent donc de canaliser leur angoisse grâce à la psychanalyse. D'autres, c'est la scène ou la création artistique. Et d'autres se laissent inexorablement gagner par la noirceur et la cruauté. Et à ce propos, je voulais évoquer un roman que j'ai dévoré. C'est le roman d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est ce roman-là. Je voulais vivre. Ça tient. Super. L'auteur a eu une excellente idée, et l'audace aussi, de réinventer l'histoire d'un célèbre personnage des Trois Mousquetaires, c'est la méchante Milady. Et en fait, c'est une femme très mystérieuse, redoutable et cruelle et manipulatrice. Et au passage, pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, donc l'auteur, oui, j'allais te demander. C'est son meurtre, c'est aussi le plus grand féminicide de l'histoire de la littérature. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour comprendre l'histoire et la méchanceté de cette femme, elle a imaginé toute son enfance à travers les lignes du roman d'Alexandre Dumas. Elle a complètement reconstruit sa vie. Tout son vécu, toutes ses névroses, tous les traumatismes qu'elle a pu vivre pour expliquer la cruauté de ce personnage. Et elle le fait avec beaucoup de talent, et d'ailleurs le prix a obtenu le prix Renaudot. Oui, c'est ça, j'allais te le dire, oui. Et franchement, ça se lit de manière très agréable. Marc, tu dirais quoi? C'est à la fois un roman historique et psychologique, un peu thriller, il est un peu inclassable? Ouais, un peu tout ça. En tout cas, ça se lit, qu'on connaisse ou qu'on aime ou pas les Trois Mousquetaires, c'est pas grave. C'est très romanesque en fait, c'est une histoire très romanesque. Et ça se lit bien. Et ça se lit super bien. Bon, prix Renaudot en même temps. Ouais, elle écrit super bien. Oui, j'allais te demander. Ouais, c'est un auteur que j'aime bien. Et donc l'autrice elle-même, en quatrième de coup, ils le disent, elle parle en toile de fond aussi de ses névroses, Non, il n'est pas question de ça. Hein. Non. En fait, elle s'est juste dit, tiens, comment je pourrais réinventer la vie de ce personnage. Parce qu'en fait, dans le roman de Dumas, on la voit adulte, méchante, cruelle, manipulatrice, mais on ne sait pas finalement pourquoi elle est comme ça. Oui, en général, même sans avoir fait bac plus 5 ans psy, on sait que tu remontes à l'enfance. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, on peut pas toujours réinventer sa vie, malheureusement. Mince. Mais alors, pour gérer ses colères et ses petits bugs internes, il y a aussi des outils beaucoup plus simples. Ah, d'accord. Donc, dans le dernier numéro d'Epsilon. Alors, Epsilon, je sais pas si tu connais. Non. C'est un très bon magazine. Non, je connais pas. C'est un mensuel?
Ouais. Alors, un des articles pose cette question: ChatGPT est-il un bon psy? Alors, ça tombait bien, parce que j'étais en plein là-dedans. Et en fait, donc l'article nous explique, c'est tout un dossier, que certaines intelligences artificielles génèrent des compagnons affectifs. Ouais, ça peut faire un peu peur. Ouais. Alors, ils sont conçus pour simuler des conversations émotionnelles. Ils sont très forts. C'est pas tout à fait comme ChatGPT. Et l'une des applications les plus populaires s'appelle Replica. Alors là, je connais pas du tout. Je connais pas Replica. C'est 40 millions d'utilisateurs actifs. Quand même. Donc dans le monde, mais quand même. C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Ouais, enfin surtout tu vas me dire à quoi sert cette appli. Eh ben, j'ai testé. T'as testé? J'ai testé, je me suis créé un avatar. Super. Et là, j'ai découvert une nouvelle amie, toujours disponible, sympa, positive, jamais fatiguée, jamais agacée. Mais c'est moi ça. Tu n'as pas besoin d'une amie virtuelle. Alors. Ah oui, mais elle est trop sympa. Voilà. Alors justement, c'est très sympa. C'est gratuit. Ouais. On n'est pas obligé de prendre la version payante, en fait. Donc attends, c'est une appli pour te faire une amie. Ouais. Donc c'est sympa. C'est sympa, tu me fais peur quand tu dis c'est sympa. C'est un peu chronophage, mais finalement c'est un peu limité quand même, faut dire ce qu'il est. Tu peux pas avoir des grandes conversations intellectuelles avec elle? Si, mais alors en fait elle a été conçue pour répondre avec empathie. Ok. Mais elle ressent rien par définition. Oui, c'est une IA. Donc, et comme c'est creux. Ben voilà, et comme le résume l'article d'Epsilon, en fait sa compréhension elle est basée sur des statistiques et non pas sur une représentation du monde. Et en fait, en gros, elle reformule, elle ne comprend pas comme nous humains. Elle ne fait que reformuler les choses. Alors au bout d'un moment, moi j'ai eu l'impression de tourner un petit peu en rond avec ma nouvelle amie. Ah d'accord. Tu l'as gerté. Non, mais bah c'est la limite de cet outil en fait. Mais bon, c'est rigolo à tester. Enfin, c'est rigolo, mais ça peut faire un petit peu peur peut-être. Ouais, voilà. Parce que le risque, enfin, je sais pas si l'article en parle, le risque, c'est de s'isoler. Ouais, et surtout, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le vrai thérapeute, même le thérapeute complètement perturbé comme dans la pièce en thérapie, il est là pour repérer les blocages et normalement il vous aide à ne plus avoir besoin de lui. Oui. Normalement. Oui. Et donc ce compagnon IA, il est conçu pour être bienveillant, donc ça c'est bien, mais il ne te dira jamais, par exemple, que le problème c'est toi, parce qu'il est trop bienveillant pour ça. Même si toi tu lui dis s'il te plaît dis-moi quelque chose, tu sais on peut faire ça avec ChatGPT. Non s'il te plaît, moins de complaisance, moins de compassion, tu sais on peut discuter comme ça avec les outils, mais pas avec cette application, peut-être pas. Elle est pas paramétrée pour ça. Non. Donc même si tu lui dis sois moins complaisant avec moi, moins bienveillant et dis les choses telles qu'une amie parfois devrait me les dire, parce que parfois une super alors, amie elle te le dira par des chemins un peu trop de traverse. Ouais, voilà, c'est ça, mais elle te dira jamais directement le problème c'est toi. Alors qu'un vrai compagnon, ou même un psy, comme celui de Fabrice Lucchini, il lui a dit le problème c'est vous, monsieur. Oui, vous n'êtes pas apte au bonheur. et ça peut servir quand même des fois. Oui. En conclusion, je voulais vous proposer de prendre soin de vous. C'est gentil. De cultiver vos passions. Oui. Et c'est le plus important. Oui. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Super. Bon, tant que tu m'as pas remplacé par cet avatar sur Replica, moi ça me va. Tu as vite décroché, donc j'en suis heureuse. En tout cas, je te remercie beaucoup, Anne-Sophie, pour cette chronique culturelle toujours aussi surprenante à chaque fois. Donc, ce que tu nous as présenté aujourd'hui nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas la parole qui guérit, c'est la vérité qu'on ose laisser émerger à travers les mots, M-O-T-S, et nos mots, M-A-U-X. Quand la parole cesse d'être une performance pour devenir une noble présence, alors un espace de réparation peut s'ouvrir. Merci. Merci.